Alors, le thème de notre rendez-vous copro de ce soir. Donc, vous savez que tous les mois, on organise un webinaire comme celui-ci sur des sujets de copropriété. Bon, on est plutôt, ces derniers temps, on était quand même plutôt sur des sujets de travaux parce que c'est quand même des enjeux importants en copropriété. Et on a commencé par les petits travaux. Bon, on s'est dit que ça serait peut-être quand même une première étape et que bon, vous êtes peut-être plus au courant déjà sur des petits travaux d'amélioration ou de réparation, de rénovation dans vos copropriétés. Vous avez un peu plus l'habitude. Et là, on attaque dans le dur et on va directement traiter ce soir des gros travaux. Donc, on verra un petit peu ce qu'on appelle par les gros travaux. Donc, vous avez déjà une petite idée. Hein, on vous parle de façades, de fenêtres. Alors, les fenêtres, c'est pas forcément des gros travaux, mais quand on change les fenêtres de tout l'immeuble, ça devient un budget et puis c'est pas si simple que ça. Il y a aussi des sujets d'isolation. Alors, ça peut être lié au ravalement, ça peut être lié aux façades, mais pas que. Et puis, il y avoir aussi des sujets de fondation. Donc, on a prévu pour ce soir 4 sociétés. Donc, on a avec nous 2 représentants de Bâtitech Europe, donc qui sont Stéphane Hérapian et Jérôme Billet. Donc, vous pouvez faire un petit coucou, comme ça on vous repère. Voilà, vous êtes là. Et donc ils vont se présenter bien sûr tout à l'heure pour évoquer avec nous différents types de travaux, mais bon, qui restent quand même des travaux assez importants dans les copropriétés, des travaux de rénovation de différents types. Ensuite, on a Ali Abdelawi qui est aussi là. Coucou Ali. Donc, le gérant d'Intrasec. Et donc, Intrasec, ça vous évoque aussi quelque chose. Hein. Donc, on va être là plutôt dans des travaux d'étanchéité. Alors, ça peut être des étanchéités de balcon, de toiture, de cours. Voilà, il y a plein de sujets. Et on verra aussi l'importance de ce type de travaux dans la rénovation et puis aussi pour l'isolation. On a Élodie Ribeiro qui est accompagnée. Alors bon, on n'a pas votre nom, coucou, mais on n'avait pas votre prénom qui s'affichait. Non, voilà. Je suis juste vite fait Agnès Agius. D'accord, donc Agnès, hein, ça sera plus simple. Oui. Voilà. Et donc, elles représentent toutes les deux la société Accès BTP qui s'occupe justement de renforcer les fondations. Donc, quand il y a des infiltrations, des affaissements, enfin, on verra un petit peu tout ça ensemble. Et donc, c'est aussi très, très important. Et ça peut être des travaux aussi qui vont devoir mettre en place certaines installations. Donc, on verra ça ensemble. Et puis, on a Alexis qui est notre grande absente ce soir. Donc, apparemment, pas de nouvelles, Gladys. C'est l'invité qui n'est pas là et qu'on va peut-être attendre ou pas. Mais bon, on verra bien. Bon, qui devait nous parler des fenêtres, c'est bien ennuyeux parce que bon c'était quand même un sujet important et j'aurais bien aimé qu'il soit là pour répondre à vos questions. On verra bien ça par la suite. C'est les inconvénients du direct. Bon, alors moi je suis Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com. Je suis journaliste, je m'occupe de ce média en ligne depuis de nombreuses années et je suis accompagnée ce soir de Gladys Lecomte qui s'occupe des relations avec les partenaires et qui est surtout spécialiste du marketing digital pour monimmeuble.com. Voilà, donc maintenant le sujet, vous avez compris qu'il s'agissait d'entretien, de rénovation, d'amélioration.
et que les gros travaux nécessitent forcément une planification, une gestion, un budget, bon, plein de choses qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a prévu de vous faire une petite introduction aussi sur tout ce dont vous entendez parler en ce moment, qui vous permettent justement de planifier ces travaux, ces gros travaux, et on verra ensemble voilà en quoi ça consiste. Donc là, vous avez déjà un premier mot qui sort, qui est le plan pluriannuel de travaux, mais vous verrez qu'il y a d'autres types aussi d'audits qu'il faut mettre en place et qui sont pour certains obligatoires. Donc on continue. Alors ça, c'est la partie de Gladys. Rapidement, je vais faire une petite présentation de mon immeuble. Donc, mon immeuble, on existe depuis 23 ans. On a plus de 5000 articles sur notre site, la plupart en libre consultation et certains réservés à nos membres. Mais vraiment, la plupart, ils sont ouverts à tous. Il y a plus de 4000 membres, donc vous voyez tout à l'heure aussi bien des clubs EMI découvertes, des clubs EMI syndic, des clubs EMI plus, des professionnels, c'est très varié. Et on fait à peu près 40 rencontres dans l'année, que ce soit des rencontres comme ce soir en webinaire, sous forme de rendez-vous copro, d'ateliers juridiques, d'ateliers compta, mais on fait aussi des choses en présentiel, comme par exemple nos fameux apéros copro. On a à peu près 48 partenaires maintenant et on fait énormément de vidéos sur YouTube, notamment tous les rendez-vous copro que vous pouvez retrouver en libre consultation et ouverts à tous sur notre chaîne YouTube. Alors, pour les abonnés et du coup les non-abonnés qui nous découvrent ce soir, puisqu'on l'a vu dans le sondage, on nous propose un Club Ami Plus qui est réservé donc aux copropriétaires, qui est de 57 € pour une année, et vous avez de nombreux services à l'intérieur, notamment des services juridiques, le replay de tous les ateliers juridiques et les ateliers compta, une permanence juridique toutes les semaines, et beaucoup de contenu en exclusivité en fait dans votre espace membre. Pour les professionnels, on a également un Club Ami Pro, donc ça c'est un abonnement qui va un petit peu plus loin et vous êtes notamment présent dans notre guide des professionnels. La version 2024 est en cours de création, donc elle devrait sortir dans les prochaines semaines. Et vous êtes également référencé dans l'annuaire qui est disponible dans l'espace membre. Donc dans l'espace membre pour le coup de tout le monde, des personnes qui sont aussi bien en découverte, les clubs Ami+, et aussi les autres clubs Ami Pro. Alors, pour faire un petit focus sur les rendez-vous qui nous restent, donc on a bien avancé dans le planning 2023-2024, mais pour les rendez-vous copro, il en reste encore quelques-uns. Donc le 27 février, on va parler de la digitalisation et de comment gérer sa copropriété à distance. Et le 19 mars, pardon, on va parler du financement des travaux. J'espère qu'on pourra en parler parce que c'est la révolution en ce moment sur le financement. Il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté. Et bon, ça remet un peu en cause ou en question l'emprunt collectif. Enfin, en tout cas, c'est une nouvelle proposition d'emprunt collectif qui remet en question beaucoup de choses. Et donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop exactement ce qui va en ressortir. Et donc, peut-être qu'on en saura plus d'ici le 19 mars, espérons. Pour ce qui est de nos ateliers juridiques, on a un atelier juridique bonus, puisqu'on en fait 5 dans l'année, mais cette année, on en a fait 7, donc 2 bonus. Et là, ce sera sur les grandes copropriétés, et ce sera notamment, j'ai vu que Anne était dans le public ce soir, donc ce sera notamment avec Anne Coquier, qui est la présidente de l'USGC. Le 6 mars, on aura aussi un atelier sur les charges de copro. Et pour ce qui est des ateliers compta, on va en avoir un le 8 février sur l'audit des comptes et le 4 avril sur les appels de fonds en copro. Parfait. Voilà. Si vous avez des besoins, que ce soit des besoins de travaux avec les entreprises qui sont là ce soir et qui vont se présenter leurs solutions, ou d'autres besoins de tout type dans votre copro, je vais vous envoyer après une liste de liens, et il y aura notamment ce lien qui est un formulaire en fait pour si vous avez un projet ou quelque chose à traiter prochainement. C'est un petit formulaire à remplir et nous ensuite on l'enverra vers les experts qui correspondent à votre demande.
Alors, pour l'atelier de ce soir, si vous avez des questions, réponses, maintenant, vous savez à peu près tous, mais il y a le chat QR et sinon, il y a les petits sondages qu'on va envoyer tout au long de la soirée. Alors, les invités de ce soir, hein, qui vont se présenter dans quelques secondes, peuvent aussi répondre à vos questions. Donc, soyez vigilants si vous voyez des questions qui vous sont adressées dans le chat. Si vous êtes concerné par des questions, vous pouvez y répondre directement, si vous le pouvez, hein, bien sûr. Et voilà, et comme ça permettra un petit peu d'avoir un échange aussi avec ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont là et qui nous écoutent et qui participent de cette façon-là. Voilà, donc vous pouvez nous joindre à tout moment, vous le savez. Alors avant de peut-être, Gladys, avant de démarrer cette petite explication, on va simplement demander on va faire une petite interruption là-dessus, on reprendra après. On va simplement demander quand même à chacun de se présenter parce que sinon ça risque d'être un petit peu long pour eux. Donc Ali, si tu veux commencer, donc tu peux te présenter. Bon, Ali Abdelawi, donc gérant de l'entreprise Intrasec, entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité. On est basé à Beson, donc dans le 95, et on va dire, on travaille sur Paris intramuros, c'est toute la région parisienne. Voilà, donc travaux d'étanchéité, toiture terrasse, balcon, cours d'immeuble, voilà. D'accord. Toutes sortes de travaux d'étanchéité. On reviendra plus précisément sur ce type de travaux et l'intérêt pour les copros, peut-être de ne pas attendre la dernière minute. Ensuite, alors, je fais dans l'ordre. Hein, donc, on a le binôme de filles donc pour Accès BTP. Alors, si vous voulez bien vous présenter l'une et l'autre. Allez, moi, je commence. Donc, moi, bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Agius. Je suis la directrice technique chez Accès BTP. Bonsoir à tous, donc je suis Élodie Ribeiro, je suis responsable marketing chez Accès BTP aussi, du coup. D'accord. Un petit mot sur Accès BTP pour introduire rapidement le contexte et ce que propose cette société. Oui, tout à fait. Accès BTP est une société qui est spécialisée en reprise en sous-œuvre. Ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre, c'est donc tout ce qui va être le traitement des pathologies des fondations, en fait. Voilà. Donc, nous, on travaille dans le sol, au niveau des fondations, par différentes techniques pour les réparations. D'accord. On reviendra là-dessus aussi. Ensuite, pour Batitech, alors Stéphane et Jérôme. Stéphane et Jérôme. Jérôme ou Stéphane, au choix. Et Jérôme, technico-commercial chez Batitech. On intervient sur 3 secteurs d'activité, le ravalement, la couverture et la rénovation. La rénovation, donc on fait aussi mal la rénovation de cages d'escalier ou d'appartements. Et ce qu'on intègre, chez nous, en rénovation, c'est la reprise structurelle aussi de planchers de cave. On fait beaucoup parce qu'on intervient essentiellement en copropriété, en Ile-de-France et à Paris majoritairement également. Voilà. Donc après, on fait tout type de ravalement, pierre de taille, plâtre, briques, et en couverture, tout ce qui est zinc, tuiles, ardoise, etc., etc. Pour le compte de syndic et donc de copropriétaires. Très bien. Bon, on va revenir après dans le concret, hein, pour que vous nous expliquiez un petit peu de quelle façon vous intervenez dans les copropriétés. Et avant, on va faire un petit récapitulatif de la réglementation qui s'est mis en place petit à petit sur cette partie travaux en copropriété et de quelle façon on a des étapes et quelque part des démarches à faire pour prendre les décisions et les bonnes décisions. Alors, on va essayer de revenir sur cette partie de présentation. C'est un petit peu technique, mais on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté tout à l'heure. Voilà, donc on va vous présenter ça à deux avec Gladys. Donc, bon, je commence.
Donc, vous avez tous entendu parler de diagnostic de performance énergétique, hein, qu'on appelle le DPE. Mais bon, voilà, il y a quand même eu des évolutions pour ce DPE. Il y a le DPE qu'on fait dans ces parties privatives et il y a aussi le DPE collectif pour la copropriété. Et donc, il y a eu des évolutions et notamment bon, des allers-retours pour essayer d'améliorer quelque part la fiabilité de ce diagnostic. Et donc, en juillet 2021, on a repris à nouveau les modes de calcul et les méthodes pour rendre ça beaucoup plus réaliste et aussi c'est un diagnostic qui est devenu opposable. Donc c'est un diagnostic très important maintenant puisque, comme vous le savez, il détermine l'étiquette énergétique du bien immobilier. Et donc, il est obligatoire hein, pour les bâtiments qui ont été construits, qui ont eu un permis de construire qui a été déposé avant le 1er janvier 2013. Donc voilà, donc ça concerne beaucoup de copropriétés. C'est un diagnostic qui doit être actualisé, hein, donc c'est pas un diagnostic définitif. Donc il peut justement être mis à jour en fonction des travaux que vous aurez réalisés. Et donc tous les 10 ans, on va remettre ça, on va réactualiser, on va renouveler ce document qui nous dira un petit peu l'état des lieux, s'il y a de l'amélioration ou pas. Et voilà, donc c'est donc ce diagnostic qui va permettre d'établir si votre immeuble appartient à une classe énergétique, hein, et ça vous en avez aussi entendu parler, les fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc bon, vous savez que les lettres F et G sont les pires qu'on puisse obtenir, et ça vous classe tout de suite dans la catégorie des passoires énergétiques, hein, comme on dit. Donc voilà, donc il vaut mieux être dans les lettres A, B, C, mais bon, si vous êtes encore en D ou en E, ça passe encore. Alors on va voir ce qu'il en est exactement. Donc évidemment, comme c'est une obligation, en général, il y a toujours un échéancier, et tout le monde ne peut pas, d'abord il n'y aurait pas assez de diagnostiqueurs, hein, donc tout le monde ne peut pas réaliser ce diagnostic en même temps, donc on fait ça par étapes, et il y a différentes échéances. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est les plus grandes copropriétés qui sont sollicitées en premier. Et donc normalement, voilà, au 1er janvier 2024, ces copropriétés de plus de 200 lots ont dû réaliser ce diagnostic. Ensuite, c'est tous les ans. Donc après, on passe aux plus de 50 lots, enfin aux moins de 200 lots, mais plus de 50 lots. Donc on est au 1er janvier 2025 et on finit avec les plus petites copropriétés au 1er janvier 2026. Voilà, donc c'est demain. C'est pour celles qui ont encore un peu attendu, de toute façon il faudra le faire. En 2026, toutes les copropriétés auront réalisé ce DPE collectif. Donc voilà, hein, vous savez maintenant ce qu'il en est exactement. Alors, le DPE, c'est une chose, mais dans la série des diagnostics, vous avez aussi le DTG, le diagnostic technique global. Donc peut-être Gladys, tu veux nous en dire un petit mot? Alors, du coup, donc le DTG, diagnostic technique global, il va être obligatoire dans certains cas, donc lors d'une mise en copropriété d'un immeuble ou à la demande de l'administration lorsque la copropriété présente des désordres en termes de sécurité. Voilà, donc c'est dans ces deux cas. Mais l'Assemblée générale peut décider à la majorité simple de faire réaliser ce DTG quand même. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que le DTG est obligatoire? Est-ce que ma copropriété doit faire ce DTG? Le syndic nous a dit qu'il fallait le faire. Les copropriétaires ne veulent pas le faire. Est-ce qu'il faut le mettre à l'ordre du jour, etc. Donc là, on vous donne toutes les réponses. Donc, si un DTG a été réalisé, il y a une dispense du plan pluriannuel
du plan pluriannuel de travaux, mais seulement à la condition que ce DTG fasse apparaître une mention comme quoi il n'y a aucun besoin de travaux dans l'immeuble au cours des 10 prochaines années. Voilà, donc je pense que ça doit être sur très peu de copropriétés. Exactement. Voilà. Donc si vous avez déjà fait le DTG, ben, c'est pas pour autant que vous n'allez pas devoir faire le plan pluriannuel de travaux. Hein, voilà. Bon, sauf si ben, vous n'avez aucun travaux à faire dans votre copropriété. Bon, comme on l'a dit, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Alors, le plan pluriannuel de travaux, tu veux nous expliquer un petit peu, parce que ça, c'est bon, on en entend beaucoup parler aussi, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre en œuvre. Oui, donc la mise en œuvre, donc on a mis du PTE ou du CPE ou du PPT, vote des travaux avec choix des entreprises. Donc le PPT, c'est la mesure phare vraiment de la loi climat et résilience, qui est pour la rénovation globale des bâtiments des copropriétés. Donc, le syndic qui va inscrire à l'ordre du jour de l'AG qui suit l'établissement du DPE, donc on va dire à l'année d'après le DPE, la question d'un plan de travaux d'économie d'énergie, donc ça c'est le PTE, ou d'un contrat de performance énergétique, le CPE. Mais il n'y a pas forcément de vote d'un PTE ou d'un CPE s'il y a une adoption d'un plan pluriannuel de travaux, donc le PPT. Qui comporte, dans ce PPT, il y aura forcément des travaux d'économie d'énergie. Donc voilà, si ça s'est inscrit à l'heure du jour, il n'y aura pas forcément le PTE et le CPE. Voilà, alors si vous avez des questions ou si nos invités veulent ajouter quelque chose pour compléter cette information, n'hésitez pas. Hein, voilà, peut-être que voilà, donc on verra, il y a déjà des petites questions. Alors bon, il faut savoir aussi que bon, Gladys et moi, on n'est pas juristes, donc on ne pourra pas forcément répondre à des questions de cet ordre-là, mais voilà, on peut quand même compléter peut-être le propos. On verra en fonction de vos questions après. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors. Donc la loi climat et résilience, donc tout s'est passé en 2021. Ça a été quand même une petite révolution. Il y en a qui n'ont pas chômé. Et donc l'objectif de cette loi, c'est bien sûr de faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Alors bon, pourquoi on vous parle de ça? Parce que les gros travaux en copropriété, aujourd'hui, on ne peut pas faire des gros travaux en copropriété sans évoquer le sujet énergétique. Sans évoquer l'isolation thermique, sans évoquer les économies d'énergie dans la copro. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est partie prenante des gros travaux. Donc, c'est pour ça que, bon, bah, on est tous impliqués. Alors, c'est pour faciliter ce type de travaux, mais c'est aussi pour inciter les copropriétaires à s'engager dans des immeubles qui sont quand même assez vieillissants et qui nécessitent quand même de lourds investissements. Donc, on sait que dans ces cas-là, on ne peut pas faire les travaux tout d'un coup. Il y a forcément un programme à mettre en place qui peut prendre plusieurs années avec des provisions qui vont correspondre à ces fonds travaux. Donc, ça se réfléchit et c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place et pour lequel on est souvent accompagné d'ailleurs parce que c'est assez complexe. Donc, avant de rédiger vraiment ce plan de travaux, on a un premier projet de plan de travaux et donc ça va concerner tous les immeubles qui ont de l'habitation, hein, donc soit en totalité ou partiellement, et voilà, et qui sont construits depuis plus de 15 ans. Bon, évidemment, avant 15 ans, bon, on est un peu moins concerné par ce type de travaux de rénovation. Voilà, c'est pareil, comme on l'a dit, le PPT devra être réactualisé tous les 10 ans. Gladys, sur les délais, alors là aussi, hein, tout est pareil, il y a des délais également. Donc, 1er janvier 2023, donc en fait, c'est déjà passé pour les copropriétés de plus de 200 lots. Là, c'est un peu c'est les mêmes délais, hein. Enfin, c'est ce qu'on a évoqué. C'est à peu près ça. Voilà, 1er janvier donc, de cette année, on est sur 51 à 200 lots. Et puis, l'année prochaine, tout le reste, les plus petites copropriétés. Alors, ce PPT, il va comprendre la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde, à la préservation
à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dedans, il y aura une estimation du niveau de performance que les travaux listés à l'intérieur de ce PPT vont permettre d'atteindre. Il y aura une estimation aussi sommaire du coût des travaux, parce qu'on sait bien que c'est pas forcément fixe, mais voilà, il y aura une estimation et la hiérarchisation des travaux, donc travaux les plus importants à faire, des travaux essentiels. Et il y aura une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire sur les 10 prochaines années. C'est pour ça aussi qu'on parlait d'une remise à jour tous les 10 ans, parce que forcément, si on en fait un maintenant, pendant 10 ans après, on va peut-être voter des travaux phase après phase. Et donc, dans 10 ans, ça ne sera plus l'immeuble de maintenant, donc il faudra remettre à jour tous ces documents. Voilà. Alors ensuite, donc qui élabore ce projet de plan pluriannuel de travaux? C'est une personne qui a forcément toutes les compétences. Donc ça, c'est pas voilà, tout est précisé dans un décret notamment, où on dit voilà, ça peut être le bureau d'études, le thermicien, l'architecte. Donc, mais c'est forcément quelqu'un qui a ces compétences-là. Donc, si le DTG, comme on l'a dit, ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années, le syndicat est dispensé de cette obligation. On l'a déjà dit, mais il vaut mieux le répéter. Ensuite, alors les étapes. Donc, on a plusieurs étapes. Il faut déjà inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale les modalités d'élaboration du projet. C'est un vote à la majorité simple de l'article 24. Ensuite, on va présenter ce projet à la première AG qui suit son élaboration. Et si le projet fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les 10 prochaines années, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet. Et ça, c'est à la majorité de l'article 25. Si ce projet n'est pas adopté, le syndic inscrira à l'ordre du jour de chaque assemblée générale qui suivront la question de l'adoption de tout ou partie du projet. Et si le projet est adopté, le syndic inscrira à l'ordre du jour les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan, donc avec des devis, des financements, etc. Bon, on a quand même assez simplifié les choses. C'est bon parce que je pense que ça peut être un peu plus complexe que ça. Pour les majorités, donc on a vu tout ce qui est travaux de performance énergétique sur les parties communes, c'est la majorité de l'article 25. Ou 24 avec la passerelle de l'article 25.1. Et pour les travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, donc l'Assemblée peut voter les travaux à la majorité de l'article 25 ou 24 avec la passerelle aussi aux frais du copropriétaire. Donc là, on a les fenêtres double vitrage, la régulation des radiateurs, etc. Voilà. Alors pour finaliser toute cette panoplie en fait d'obligations ou de réglementations liées aux travaux, il ne faut pas oublier le fonds de travaux. Donc Gladys, un petit mot sur ce fonds de travaux qui est aussi obligatoire. Donc on vous parle de choses qui sont quand même obligatoires. Oui, donc le fonds de travaux, il devrait être constitué 10 ans après la réception des travaux de construction de l'immeuble à destination totale ou partielle d'habitation. Et la cotisation à ce fonds de travaux, elle est annuelle et elle est obligatoire. Donc, chaque copropriétaire va contribuer au fonds selon les mêmes modalités que celles des cités en AG et pour le versement des provisions du budget prévisionné. Voilà, donc il y a la suite sur la prochaine slide. Voilà, donc toujours sur ce fonds de travaux, pour quels travaux on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'il peut financer? C'est une question qui revient aussi très souvent. On se demande, ce fonds de travaux, il sert à quoi? Il sert pour quel type de travaux? À quel moment on peut puiser dans le fonds? Voilà, on a quand même une liste de travaux. On peut s'en servir pour financer l'élaboration du plan pluriannuel de travaux ou par exemple du TTG si on décide de partir sur le DTG. Les travaux qui sont prévus par le PPT une fois qu'il est adopté, les travaux urgents dans l'immeuble, les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé, de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie, qui sont non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Voilà, donc
l'exclusion, c'est les travaux d'amélioration en fait, qui ne sont pas compris dans le BPT. Donc, on peut quand même financer beaucoup de types de travaux. Hein. Donc, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à abonder. Donc justement, donc on va voir ça, c'est-à-dire que ce vote du fonds de travaux, il va être décidé totalement ou partiellement. Donc on va peut-être tout utiliser ou une partie seulement. Donc il faudra à un moment donné voter pour l'utiliser. Et donc c'est la même majorité que celle pour le vote des dépenses. Donc c'est la majorité prévue à l'article 25.1. Et l'affectation de ce fonds travaux doit tenir compte, bien sûr, de l'existence des parties communes spéciales ou de clés de répartition des charges. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu technique et enfin plutôt juridique, sur lequel on va pas s'appesantir. Alors, intéressant aussi cette obligation d'avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO. Alors, c'est obligatoire dans le cadre de MaPrimeRénov', c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir percevoir des subventions, des aides pour financer vos travaux, vous devez faire appel à cet AMO. Donc, il a certaines missions. Ah, tu veux peut-être nous rappeler les missions de l'AMO? Oui, donc comme c'est écrit, donc aider le maître de l'ouvrage, donc la copropriété, à définir, piloter et exploiter le projet défini par le maître d'œuvre. Il a un rôle de conseil et de proposition pendant la phase de conception du programme. Rôle de coordinateur aussi entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il a un rôle de mobilisation et de sensibilisation des copropriétaires, donc un petit peu de pédagogie et d'accompagnement du syndic. Voilà, donc comme on l'a dit, obligatoire pour MaPrimeRénov'. Donc je pense qu'on a fini. On est au bout, donc on va pouvoir enlever cette présentation. Alors, donc il y a beaucoup de questions. Bon, on reviendra peut-être sur les questions plus tard, ou peut-être qu'on vous enverra aussi les réponses après, parce que on n'aura peut-être pas le temps sinon d'interroger nos invités. C'est quand même un petit peu le but de l'opération. Donc voilà, je vais quand même vous demander aux uns et aux autres, hein, puisque vous êtes directement aussi concernés par tout ça, comment vous pouvez d'une certaine façon vous intégrer dans ces plans de travaux. À quel moment on fait, on vous interroge peut-être pour budgétiser ce type de travaux. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que ça vous complique la tâche, ou est-ce que peut-être ça vous la simplifie finalement, puisqu'il y a déjà des préconisations qui sont faites et bon, vous devez quelque part vous appliquer ce qui a été proposé, ou est-ce que vous avez aussi une petite marge de manœuvre, est-ce que vous avez la possibilité d'aller un peu au-delà de ce qui a été préconisé? Donc voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu, vous sur le terrain, comment vous percevez les choses, parce que vous êtes quand même les entreprises auxquelles on fait appel. Donc qui veut commencer? On va démarrer. Très bien, parfait. Tout le monde le bouscule. Il faut toujours un premier, hein, donc voilà. Merci d'être volontaire. Je vous en prie. Écoutez, nous, comment on est confronté à ça? Assez simplement, généralement, donc on travaille, donc comme je vous l'ai dit, pour le compte de copropriété, donc via des syndics, donc le maître d'ouvrage délégué, qui lui-même, pour la partie travaux, travaille en partenariat avec un maître d'œuvre, donc un architecte. Je vous passe toute la phase diagnostic immeuble et autres, parce que je pense que vous avez bien expliqué comment ça se déroulait en amont. Donc une fois qu'on a effectivement ce diagnostic de l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez ce fameux plan pluriannuel qui peut être mis en place, mais vous avez aussi l'option de traiter de manière individuelle chaque cas. Alors pourquoi on fait un plan pluriannuel? Je pense que c'est important de le préciser, c'est parce que ça permet déjà d'avoir une enveloppe globale financière et technique pour savoir justement sur une échéance 5 à 10 ans
de savoir effectivement combien ça va nous coûter, parce que c'est ça dont on parle. Et effectivement, avec les dernières augmentations en énergie ici et là et des matériaux, donc ça intéresse tout le monde aujourd'hui de payer moins et donc d'étaler ses travaux sur 5 ou 10 ans. Nous, on intervient donc, je vous dis généralement, sous la coupe d'un maître d'œuvre qui nous établit effectivement ce qu'on appelle un CCTP, en clair un cahier des charges technique avec un DPGF. Donc ce DPGF est un bordereau pour permettre à l'ensemble des entreprises de répondre sur une base commune, donc de cette base commune d'avoir un comparatif qui puisse être travaillé par le maître d'œuvre, donc l'architecte, et donc présenté aux copropriétaires non sachants pour avoir enfin des données claires, nettes et précises pour que chacun puisse comprendre effectivement quelle entreprise est la mieux placée, la mieux disante, avec des prix évidemment raisonnables, parce qu'une entreprise qui répondrait de manière totalement anormale avec des tarifs trop bas, il n'y a pas de miracle. Une baguette de pain, ça coûte entre 0,80 et 1,30 €. Voilà, si vous avez une baguette à 0,10, ça va être compliqué. Donc, pour la petite parenthèse. Il n'y a pas de farine dedans, hein, c'est ça? Voilà, oui. Il n'y a pas de blé. Il y a autre chose. Voilà. Je ne sais pas, mais voilà, tout a un prix. Donc, quand on nous demande, généralement, on nous pose la question comment vous faites vos devis. Bon, c'est pas au doigt mouillé. On a des prix de main-d'œuvre, on a des prix de matériaux, et qui varient évidemment en fonction des travaux réalisés. Donc, nous, on intervient pour les cas effectivement de rénovation dite énergétique, comme je vous le disais, à Paris. Alors évidemment, à Paris, on est confronté par définition à un bâti ancien. Et aujourd'hui, il y a des solutions proposées qui ne sont pas forcément adéquates aux bâtis anciens. D'ailleurs, les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, si on parle de l'ITE, alors vous avez plusieurs types d'ITE, mais en tout cas, ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'extérieur. Vous avez effectivement ces rails avec de la laine de roche, etc., qu'on peut mettre sur certains bâtiments. Mais bon, vous avez dû entendre certainement parler de l'hérésie. Effectivement, ils sont fait un rétropédalage sur les immeubles en pierre de taille. Vous avez des murs de 30 ou 40 cm, donc l'isolation par la façade, c'est pas efficient. Donc, nous, ce que l'on propose via la maîtrise d'œuvre, parce qu'on parlait, est-ce que l'entreprise a un peu de latitude? Oui, elle a un peu de latitude parce que généralement, on travaille toujours en partenariat, donc que ça soit avec le syndic, avec la copropriété, avec l'architecte. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. Et en l'occurrence, la pratique doit faire partie du bon sens. Et le bon sens, lorsqu'on arrive sur un bâti ancien, c'est déjà de le respecter, parce que sinon, dans ces cas-là, il faut aller acheter du cogélim en banlieue. Et le traiter de la manière le plus pérenne possible. Donc, quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, isoler, c'est bien, mais l'isoler de manière pérenne. Donc, à savoir que, par exemple, on parlait tout à l'heure des huisseries. Bon, vu que le rénov n'est pas là, on peut parler des huisseries, donc des fenêtres. Les fenêtres, effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors, à Paris, c'est généralement majoritairement qu'en bois. Il y a à un moment donné, ils se sont laissés un peu aller avec le PVC, mais c'est terminé. Donc, des fenêtres en bois. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très efficient. Ce que vous avez aussi de très efficient, c'est l'isolation aussi bien des planchers de cave. Alors, on peut faire la structure quand c'est nécessaire, mais l'isolation des planchers de cave est aussi très efficiente. Et également, l'isolation en toiture, qui est aussi très efficiente. Quand vous prenez les pourcentages de gains énergétiques, effectivement, vous avez les planchers, la toiture. Et évidemment, lorsque vous avez un système de chaufferie collectif, vous pouvez passer au gaz, au CPCU, enfin, au chaud. Voilà, il y a des choses différentes. Mais après, en ce qui concerne les façades courtes, vous pouvez les isoler avec des enduits. Par exemple, on travaille avec une société qui s'appelle Tilia. C'est un enduit qui s'appelle le thermotilia, donc c'est un enduit thermique, mais vous n'avez pas le R, ce qu'on appelle le R fiscal, parce qu'effectivement, lorsque vous avez un plan pluriannuel avec pas mal de zéros derrière, les gens pensent tout de suite subvention. Alors évidemment, plus on est subventionné, mieux on se porte, mais en revanche, la subvention n'est pas toujours en adéquation avec le bâti. Je reviens toujours sur mon histoire d'ITE. C'est important, Stéphane, parce que bon, souvent, on réfléchit à l'envers. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des travaux qui vont nous permettre d'obtenir la meilleure subvention. Quelque part, c'est un petit peu ça. Et qui est censé nous apporter le plus d'économie d'énergie. Mais parfois, c'est pas adapté au bâti.
Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut quelque part se fourvoyer et se tromper complètement dans la pratique, quoi. L'entreprise a donc un rôle de conseil aussi, et le maître d'œuvre aussi, j'imagine. Voilà. Complètement. Surtout le maître d'œuvre aussi, parce que pas mal de maîtres d'œuvre aujourd'hui sont encore en train de se former à justement ces nouvelles réglementations. Et sans dénigrer qui que ce soit, il y a certains maîtres d'œuvre qui sont arrivés effectivement dans le cadre des PE, etc., et qui proposent des solutions qui malheureusement risquent justement d'être retoquées parce qu'ils raisonnent en termes de subventions, mais pas forcément avec justement l'arbitrage de l'urbanisme, de la direction de l'urbanisme et des ABF. C'est-à-dire qu'on voit dans certaines situations et certains arrondissements de Paris, par exemple, une préconisation une mise en œuvre qui peut fonctionner, mais qui risque d'être retoquée. C'est ce qu'évoquait justement Stéphane, où là où on pensait qu'une ITE pouvait être potentiellement mise en œuvre, elle sera retoquée de facto par les ABF. Donc nous, avec notre recul et avec le recul de certains maîtres d'œuvre, aujourd'hui, ils ne le proposent pas parce qu'ils savent pertinemment qu'on risque d'être retoqué. C'est-à-dire qu'on va partir effectivement sur une consultation avec un cahier des charges finalement qui ne sera pas applicable. Après, vous avez effectivement rue de Bourgogne ou pour des quartiers un peu plus sensibles, 6e, 7e et autres, où on a des beaux immeubles en plâtre, même sur cours, où vous avez des maîtrises d'œuvre qui n'hésitent pas à proposer des systèmes d'ITE sur rail avec de la laine de roche. Et puis alors là, je vous dis, vous encapsulez. Alors, ce qu'on appelle encapsuler, c'est qu'à la base, le plâtre, c'est perspirant, donc il faut laisser respirer le support. Alors, on vous explique que tout ça respire, mais bon, faut pas non plus avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que non. En tout cas, dans le temps, ça cache éventuellement les désordres et les futurs dégâts des eaux qu'il peut y avoir dans les immeubles. Donc tout ça, c'est important de le savoir. Et justement, je rebondis sur ça. Il faut bien que les gens comprennent qu'à partir du moment où ils lancent une rénovation, on n'a pas parlé de quelque chose d'important qui est aussi efficient dans la rénovation énergétique, c'est la VMC, donc la ventilation mécanisée. Idéalement, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit équipé de VMC double flux, c'est-à-dire de l'extraction et de l'insufflation. L'extraction dans les pièces humides et de l'insufflation, donc de l'apport d'air dans les pièces sèches, type salon, chambre, etc. Ça, c'est très important. Alors évidemment, une VMC double flux, vous allez me dire, dans un bâti ancien, c'est pas évident. Donc, vous voyez, il y a vraiment, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées pour cette réglementation énergétique, mais qui sont difficilement adaptables dans le bâti ancien. Et pourtant, c'est quelque chose de très efficient. Donc, vous avez effectivement donc ces passages plâtres, et puis vous avez souvent des descentes d'eau, vous avez souvent des conduits de gaz, vous avez, qui ne connaît pas, des tonnes de câbles qui traînent dans tous les sens, qui sont utilisés, plus utilisés. Donc, tout ça, vous l'enfermez. Demain, pour la gestion, l'entretien de votre immeuble, ça va être une tannée. Donc, quand vous êtes copropriétaire et qu'on vous dit c'est super, vous allez être subventionné à temps, et puis vous allez avoir votre R, et puis génial, pour peu que vous soyez un propriétaire bailleur, vous allez pouvoir louer votre bien parce qu'enfin, il aura retrouvé une lettre acceptable. Mais la réalité de tout ça, c'est que votre joie sera éphémère parce que le jour, au moindre incident, vous allez vous retrouver avec un ouvrage complètement enfermé. Et qui peut provoquer des surcoûts et même plus que des surcoûts parce que ça coûte plus cher que de casser pour refaire, que de faire les choses correctement dès le départ. Et j'ajouterais justement, pour faire les choses correctement, c'est au-delà de ces systèmes de VMC et autres, il faut aussi penser étanchéité. Si vous voulez entretenir, alors ça après je laisserai mon confrère, mais étanchéité. En fait, Stéphane, il fait mon boulot, il fait l'animateur, donc sans transition, il est parfait. Il est parfait. Je suis pas journaliste, mais voilà. Mais en revanche, la chose, c'est qu'effectivement, il faut penser étanchéité. Alors, je ne me permettrai pas de parler d'étanchéité de toiture terrasse ou autre, on n'est pas plus spécialisé. Moi, je veux parler d'étanchéité dans les pièces humides. À savoir que le carrelage n'est pas une étanchéité. Souvent, les gens pensent avoir mis un carrelage et que derrière, ils ont un bocal, un sous-marin et qu'il n'y a plus de problème. Non, pas du tout. Il faut faire attention au piquage privatif. C'est très important. Donc, comme son nom l'indique, c'est privatif, c'est de votre responsabilité. Donc, quand vous faites intervenir une société dans votre appartement et que vous prenez le moins cher parce que vous trouvez que le moins cher vous va pas mal,
il faut voir aussi si techniquement, le pas cher, comme on dit, pas cher, c'est trop cher. Donc, il faut faire attention à ces points-là parce que vous pouvez traiter votre bâti, mais si demain, vous avez des points de dysfonctionnement, à savoir une étanchéité qui n'est pas conforme ou qui n'existe pas, des piquages privatifs, donc c'est-à-dire c'est vous branchez votre baignoire dans la fonte de l'immeuble. Donc c'est cette jonction dont on parle. Demain, si c'est mal fait, ça peut vous créer et générer des désordres, mais énormes, sans vous parler de si jamais vous avez une structure en pan-bois, alors là, c'est festival pour vous, et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut bien prendre en compte, en plus, effectivement, de ce plan énergétique, parce que le plan pluriannuel de travaux, il ne faut pas penser que économie d'énergie, il faut aussi penser pérennité du bâti. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc on va poursuivre avec. Voilà, on verra s'il y a d'autres questions par rapport à ces sujets. Mais bon, on va demander justement à Ali Abdellaoui qui est le spécialiste ce soir sur la partie étanchéité. Donc Ali, donc par rapport à cette question justement de l'étanchéité. De l'étanchéité, puis aussi peut-être des plans, du plan de travaux, quoi. Comment ça rentre, comment l'étanchéité rentre aussi dans ce type de travaux de rénovation, et voilà en quoi ça consiste exactement pour les copropriétés, quoi. Bah, de toute façon, on sent bien qu'il y a un vrai enjeu environnemental qui se précise d'année en année. Justement, le DPE rend bien compte de ces choses-là, et puis le plan pluriannuel de travaux va aider aussi les copropriétaires, les copropriétés à inscrire dans leur agenda des travaux en les hiérarchisant. C'est vrai que l'étanchéité, il y a quelques années, c'était de refaire une couche d'étanchéité sur une toiture fuyarde. Donc, on refaisait l'étanchéité et on se préoccupait pas de l'impact environnemental. Maintenant, systématiquement, et poussé par les donneurs d'ordre, que sont les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre, cette étanchéité-là doit être accompagnée d'une amélioration énergétique. Et donc, c'est là où rentre en ligne de compte la pose d'une isolation qui va vous donner une résistance thermique avec laquelle vous serez éligible forcément. Alors on parlait de ces fameuses primes qui font pas forcément le jeu de la pérennité de l'ouvrage, mais ça incite les gens justement à rentrer dans une logique d'amélioration énergétique. Nous, c'est un gros enjeu pour nous. Alors, c'est un gros enjeu pour nous parce qu'on est directement impacté. Si les travaux sont votés et qu'on doit faire de l'ITE en façade, moi je dirais il faut penser aussi à faire l'isolation et l'étanchéité en toiture. Parce que voilà, il faut que tout le bâti soit concerné. Alors, pour nous, c'est très important, et l'enjeu, il est de taille aujourd'hui. Bon, en général, ça doit être quand même le cas, Ali, parce que bon, si on est dans une démarche de rénovation globale, bon, on va s'intéresser, comme l'a dit Stéphane, aux façades, aux toitures, bon, par lesquelles, bon, voilà, on sait qu'il y a de la déperdition. Hein, ça c'est évident, surtout si ça n'a jamais été traité. Donc je pense que et c'est important. Mais Ali, par rapport à l'étanchéité, il y a aussi peut-être, c'est un petit peu comme les ravalements. Est-ce qu'il y a nécessité de refaire cette étanchéité à échéance, parce que ça dure pas toute la vie non plus. Donc c'est aussi une préoccupation. Là, on se rend bien compte de toute façon qu'il y a des toitures qui sont des vraies passoires thermiques.
il n'y a pas du tout d'isolation. Alors l'isolation qui existe a perdu toutes ses caractéristiques. Et aujourd'hui, on a quand même des produits ultra performants qui vous permettent de gagner quelques degrés en isolant correctement le toit. Donc voilà, enfin, on nous a poussé à un moment donné à réduire notre consommation d'énergie pour réduire notre facture d'électricité. Ça rentre en ligne de compte. Donc il faut, je veux dire, la rénovation énergétique par la toiture est tout aussi importante que la rénovation énergétique par les façades. Voilà, c'est hyper important. Et donc dans le diagnostic, nous je veux dire, on accompagne aussi les maîtres d'œuvre, les architectes, à faire des investigations pour rendre compte justement de l'état des toitures. Donc on est aussi. Il y a un diagnostic aussi, voilà, des toitures, un état des lieux, pour voir voilà, s'il y a des travaux à envisager aussi. Donc ça fait partie du diagnostic, c'est ça. Tout à fait, ouais. D'accord. On reviendra là-dessus parce que bon, c'est vraiment intéressant. Mais bon, je vais quand même donner la parole aussi à Agnès et Élodie. Donc, un petit peu la même question. Alors, est-ce que vous êtes directement, on va dire, concerné par le PPT ou vous intervenez plutôt dans des cas de sinistres ou dans des situations un petit peu extrêmes ou peut-être en prévention. Voilà, donc c'est peut-être un peu différent pour vous. Vous allez nous dire ça. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est vrai que c'est différent. On n'intervient pas du tout sur de la rénovation énergétique. Nous, on travaille sur de la sinistralité, on va dire, sur des bâtiments qui fissurent à cause de problèmes liés au sol. Donc, ces problèmes peuvent être variés. Globalement, on va dire qu'on a deux grosses pathologies. Ça va être des problèmes de retrait-gonflement des argiles, tout ce qui est sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous concerne pas mal. Voilà. Il y a quelques années, c'est vrai que les terrains, se dessiquaient sur 40-50 cm de profondeur. Donc ça n'allait pas jusqu'à la base des fondations. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on appelle la cote de dessiccation des sols a tendance d'année en année de descendre. On est aux alentours de 1,30 m, 1,50 m actuellement. Donc voilà, donc on a des bâtiments qui souffrent de ces problèmes de retrait-gonflement des argiles et de sécheresse. La deuxième grosse pathologie, je vais dire, ça va être plutôt un problème de portance. Qu'est-ce que j'appelle problème de portance? C'est qu'à un moment donné, le sol n'est plus en capacité de prendre les charges qui lui tombent dessus. Typiquement, une grosse fuite de réseau dans des remblais parisiens, sur des gros immeubles haussmanniens, des choses comme ça, on en voit beaucoup. Des vieilles canalisations qui vont fuir, des fuites surtout en général, c'est sur les réseaux d'évacuation, donc c'est pas quelque chose qui se voit tout de suite. Et puis voilà, donc après, ce sont des lézards, des fissures qui apparaissent. Bon, des fois, on peut même voir des basculements de façade, des choses comme ça. Donc voilà, nous, on intervient vraiment dans ce type de choses. Après, Agnès, il y a aussi un sujet qui est un peu plus d'actualité aujourd'hui. C'est aussi peut-être renforcer les sols dans l'objectif peut-être de rajouter un étage ou de mettre en place une surélévation. Je vais y arriver. Surélévation, c'est bon. Exactement, ça rentre dans la deuxième catégorie, c'est les problèmes de portance de sol. Voilà. Donc oui, effectivement, ça peut être aussi un ajout de charge. On l'a fait récemment là, il est rose. Ils ajoutaient 2 écharges sur une grosse copropriété. On est venu intervenir pour améliorer le sol, pour éviter de faire des grosses reprises en sous-œuvre beaucoup plus lourdes, en béton, en micro-pieux, etc. Nous, on a plusieurs solutions que l'on peut proposer. Soit on fait de l'injection de résine, soit on peut faire de la mise en place, d'approfondissement de longrines par des reprises en sous-œuvre en béton. Voilà, juste on va approfondir les longrines de proche en proche en les mettant sous les longrines. Les longrines, c'est les semelles filantes, c'est les fondations, sous les fondations existantes. Sinon, on a aussi une solution par micro-pieux. Voilà, ça c'est la solution, on va dire, ultime, la plus chère Et ces différents types de solutions sont choisis en fait en fonction des sols.
Voilà, c'est pas nous qui décidons de la technique que nous mettons en place, c'est le sol. Et ça passe par le biais d'une étude de sol qui doit être faite préalablement en fait à toute. En fait, c'est ça. Vous avez un sinistre sur votre immeuble, un sinistre qui est lié au sol. La première étape, c'est de faire une étude de sol. Voilà. Ça vraiment déjà, ça guide et ça permet de vous diriger vers la suite des travaux à entreprendre. Alors, sur Paris, il y a aussi un autre sujet, hein. Bon, je connais un petit peu ce type d'approche. C'est vrai qu'à Paris, bon, on a aussi les anciennes carrières et parfois il y a des creux, hein, il y a des trous, le sol n'est pas très solide en dessous et ça peut s'effondrer aussi. Donc ça, je pense que là, vous devez aussi régulièrement intervenir suite à peut-être des affaissements pour cette raison-là, j'imagine. Alors là, c'est spécifique, hein. Les carrières, c'est spécifique. À Paris, tout ce qui est travaux liés aux carrières, c'est régi par l'IGC, l'Inspection Générale des Carrières, qui ont établi des cahiers des charges qui sont quand même assez compliqués. Là, c'est très souvent quand même de l'injection de coulis. C'est plus du tout de la résine expansive, c'est de l'injection de coulis. En général, c'est quand même assez profond. Ça, ce sont des travaux que nous ne proposons pas. En revanche, effectivement, on s'approche de sociétés qui peuvent faire ça et on propose aussi des solutions mixtes. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous avez des effondrements de carrière, des remontées de fontis à la surface, il faut traiter en profondeur ce problème. Souvent, les carrières sont quand même assez profondes. Et après, ces injections de coulis, elles ont une limite, c'est-à-dire que ces sociétés ne savent pas traiter les premiers mètres de terrain. Entre, on va dire, le terrain naturel et 2-3 mètres de profondeur, avec le coulis, ils ne savent pas gérer la pression et ils ne préfèrent pas. Ils préfèrent rester à 2-3 mètres de profondeur pour éviter de mettre trop de pression et d'avoir des sursinistres. Et nous, en revanche, on peut effectivement, nous, avec nos solutions, on sait traiter ces premiers mètres. Donc voilà, donc ça après, mais c'est pareil, c'est-à-dire un syndic d'immeuble qui nous appelle pour ce genre de sinistre, on sait les diriger, on sait leur dire, bah voilà, on vous dirige vers des sociétés, on peut donner plusieurs noms et puis dire, on peut les guider aussi techniquement parce que c'est des choses que l'on connaît bien. On ne fait pas tout. Nous, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est vraiment de la reprise en sous-œuvre. On travaille vraiment au niveau des fondations. Tout ce qui est traitement de sol en profondeur, c'est un métier spécifique. Il faut que ce soit fait par des gens qui savent faire ça. Donc, du coup, vous bénéficiez pas forcément pour ce type de travaux de subventions ou d'aides, alors? Alors, les subventions peuvent venir si vous êtes reconnu catastrophe naturelle sécheresse. Là, effectivement, vous avez un sinistre sur votre immeuble. Vous faites une déclaration à votre assurance. L'assurance mandate un expert. L'expert fait faire des investigations. En général, il fait faire une étude de sol quand il y a suspicion de retrait gonflement, enfin de sinistre catastrophe naturelle. Et là, du coup, ça peut être pris intégralement. De toute façon, déjà, les investigations sont prises en charge par l'assurance. Ça, la copropriété ne paye pas. Et ensuite, si c'est reconnu catastrophe naturelle, effectivement, c'est l'assurance qui prend en charge l'intégralité des travaux, hors franchise. D'accord. Ok, bon, bah, il y avait quelques petites questions là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Stéphane et Jérôme. Parce que vous pouvez aussi répondre aux questions, hein, c'est pas interdit. Bon, j'ai l'impression que voilà, vous les avez peut-être pas vues. C'est dans questions et réponses. Donc voilà, on nous demande. Alors, est-ce qu'on peut commander, alors bon, moi j'ai un peu la réponse, mais bon, je vais vous laisser répondre. Est-ce qu'on peut commander des travaux de rénovation façade plus isolation par l'extérieur sans faire appel à un architecte en les commandant directement auprès d'une entreprise? Alors ça, c'est pas mal hein, comme question. Oui, alors en fait, oui, alors, alors j'ai répondu peut-être de manière, enfin, j'ai pas répondu, mais je l'ai dit de manière peut-être un peu rapide tout à l'heure. Le souci, c'est que vous pouvez appeler une entreprise directement, bien évidemment. Vous pouvez vous économiser les quelques milliers d'euros de préétude et le pourcentage du maître d'œuvre. En revanche, qui va être à même au sein de la copropriété pour réaliser un appel d'offres, comparer cet appel d'offres sur une base commune et prendre une décision? Voilà, c'est comme si vous aviez un cas juridique et que vous n'aviez pas d'avocat dans votre immeuble et que tout d'un coup, il y en a un
Donc la problématique, elle est là. Alors après, le bâtiment a une réputation, de toute façon, par définition, on est tous un petit peu des escrocs. Malheureusement, il y en a comme dans partout, et effectivement, on a ça qui nous colle à la peau. Alors, mais nous, on travaille, ça fait 26 ans qu'on est sur la place parisienne. On travaille en partenariat, donc effectivement, ça nous est arrivé que très rarement, parce que par définition, une copropriété, il y a plusieurs copropriétaires dans une copropriété, donc que tout le monde soit d'accord et fasse confiance à une entreprise pour avancer main dans la main, en sachant que de toute façon, une fois de plus, les prix sont faits pas non plus de manière sans connaissance du marché. En revanche, voilà, la raison pour laquelle il est compliqué de travailler sans architecte, c'est juste une histoire de comparaison, confiance. Maintenant, il nous arrive parfois que des maîtres d'ouvrage délégués, donc des syndics, nous interrogent en direct sans maître d'œuvre parce que c'est effectivement la volonté de la copropriété. Mais généralement, ça se déroule. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, avec la naissance des réseaux sociaux, Google, on a des sachants dans chaque copropriété qui connaissent les prix, la mise en œuvre. Tout le monde est médecin, tout le monde, voilà, enfin, tout le monde sait tout faire. Donc, quand on sait tout faire, en réalité, on ne sait rien faire. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, ces individus, ces métiers-là ont toujours une importance parce que l'architecte a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est quand même le sachant, c'est quand même lui qui guide, c'est quand même si les entreprises sont à même de travailler en autonomie, en revanche, il y a toute une partie, je dirais, d'appel d'offres et d'explications qui sont nécessaires. Je rajouterai une chose, dans les petits points importants, les points pratiques, ça vous pouvez le noter. C'est pas parce que vous faites appel à une entreprise et à un maître d'œuvre que tout va bien. Il y a encore un autre échelon, ce qui s'appelle le bureau de contrôle. Et le bureau de contrôle, donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de monde à la fin, mais aujourd'hui c'est comme ça. Lorsque vous faites, par exemple, des travaux de chaufferie ou d'ascenseur, donc vous avez l'ascenseuriste ou le chauffagiste, vous avez un architecte. Mais en fait, l'architecte, sur ces points techniques-là, il va pas forcément être efficient. Il va pouvoir comparer parce qu'effectivement, il y a des lignes et des prestations qui reviennent de manière lambda, mais il est indispensable de prendre ce bureau de contrôle qui va, lui, être spécialisé, donc spécifiquement sur ce métier, qui va, non pas, alors d'un point de vue économique, effectivement, vous dire si vous êtes dans les clous, mais surtout d'un point de vue technique. Parce que le jour où vous achetez une chaudière dans une copropriété, même de 60 ou 80 lots, où vous devez débourser 80 ou 100 000 euros, ou 200 ou 300 lots, et là vous montez en 150 000, 200 000 euros, bah c'est bien beau, c'est tout neuf, ça brille, vous arrivez, c'est merveilleux, mais est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce que c'est bien réglé, etc. Et l'ascenseur, c'est pareil, je ne vous fais pas de dessin, le jour où vous ouvrez la porte, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, tous ces gens-là, c'est comme partout, il faut prendre le temps de les rencontrer, de les sélectionner. Et une fois de plus, mettez-vous dans la tête, mais ça, c'est valable aussi pour la vie de tous les jours, il faut travailler en partenariat. On est tous partenaires. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de fournisseur. Parce que tant que vous aurez ça en tête, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'est pas là pour vous voler, vous n'êtes pas là pour nous étrangler et on n'est pas là pour rester chez vous, pour vous faire perdre du temps, pour vous ennuyer. On est vraiment tous là ensemble pour travailler ensemble. C'est tout à fait ça. Donc, l'architecte, c'est vrai justement, il y a une question sur la responsabilité aussi. C'est-à-dire que quand il y a des dysfonctionnements et que ça se passe pas bien, parce que ça peut arriver, hein, que ça se passe pas comme on aurait voulu et qu'il peut y avoir des petits soucis sur la réalisation. Donc l'architecte est là aussi pour suivre le chantier, pour coordonner les différentes entreprises qui vont intervenir, pour vérifier que ça se passe selon le bon déroulé. Il y a une réception du chantier à la fin aussi, c'est très important. Et il y a aussi une garantie. L'architecte, il engage aussi sa garantie et sa responsabilité. Donc ça, c'est très important. Donc il y a une question sur la responsabilité de l'architecte et la responsabilité de l'entreprise. Donc l'entreprise a des assurances et des garanties. L'architecte a lui-même des assurances et des garanties. Alors, quand ça se passe pas très bien,
il y a forcément quelle est l'assurance et quelle est la garantie qui intervient en premier, ça je ne sais pas. Ça dépendra. Généralement, Ali, tu veux Non, dire je veux dire, généralement, l'architecte, enfin, ils peuvent être mis en cause in solidum, on dit. Donc, la responsabilité de l'architecte, elle va être surtout dans la conception et la responsabilité de l'entreprise dans la mise en œuvre. Voilà. Après, si l'entreprise n'a pas suivi les recommandations de l'architecte, c'est l'entreprise qui prend tout. Mais s'il y a un problème de conception et de mise en œuvre, c'est une responsabilité des deux entités. Mais je voulais revenir un petit peu sur le fait que on peut se passer d'un architecte, pas pour n'importe quels travaux. Je crois qu'il y a une loi qui est sortie il y a, je crois qu'il y a 2 ans. À partir du moment où on a plus de 150 mètres carrés de bâti, il y a obligation à consulter un architecte. Surtout pour des travaux alors je sais pas hein, mais je crois que c'est 150 mètres carrés de surface de bâti. On a l'obligation de consulter un architecte. Et je voudrais dire, même si j'ai pas vérifié, hein, mais je crois que c'est une fausse économie de se passer d'un architecte en fait. Les gens pensent que parce qu'il est payé sur un cahier des charges qu'il va établir et sur un suivi de travaux qui sera le pourcentage qui sera calculé sur un pourcentage qui prendrait sur le montant des travaux. L'architecte, quand il fait son appel d'offres, bah, il va essayer d'optimiser les prix. Donc, il va aussi intégrer sa quote-part. Et ça restera aussi l'interlocuteur, on va dire, privilégié. Si on a des copropriétaires, je veux dire, et vaut mieux avoir un garde-fou, quoi, pour pouvoir justement répondre à toutes les doléances des copropriétaires. Imaginez bien si l'entreprise est confrontée aux doléances de tous les copropriétaires pendant les travaux. Et je veux dire, pour une entreprise, ça fait beaucoup. Et l'entreprise, je dirais, il faut qu'elle reste à sa place. Elle ne peut pas être jugée partie. Il faut vraiment les rôles se partagent. Les responsabilités se partageront aussi. Et ça, c'est pour c'est pour le bien de la copropriété. Et comme disait Stéphane aussi, ça concourt à la pérennité de l'ouvrage au bout du compte. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. On a bien un syndic qui est l'interlocuteur clé, le gestionnaire de copropriété pour tout ce qui est la partie gestion. Et ben, on pourra avoir l'architecte qui serait l'interlocuteur clé, le guichet unique pour la partie travaux. Et c'est vrai que ça soulage énormément les entreprises parce que c'est lui qui, comme tu l'as dit, répond à toutes les questions, explique, est présent sur les chantiers, va prendre le temps d'expliquer les choses au conseil syndical, intervient quand on l'appelle et que les copropriétaires ont des réclamations, vérifie aussi que les entreprises suivent bien ces préconisations, donc et que les travaux se fassent bien dans les bons délais. Donc ça, c'est aussi très important parce que il faut aussi tenir les délais. Et donc, si on a du retard, s'il y a eu des difficultés, s'il y a des problématiques qui sont inattendues et qu'on découvre au moment où les travaux se mettent en route, et ben l'architecte devra gérer cette situation et faire en sorte que trouver d'autres solutions, peut-être débloquer le problème pour pouvoir continuer et solutionner tout ça. Donc c'est vrai que les travaux, c'est pas non plus quelque chose de défini. Il peut se passer plein de choses. On peut découvrir des tas de problèmes qu'on n'avait pas forcément envisagés parce Exactement. Que quand on fait des trous, quand on creuse, on découvre peut-être des choses qu'on n'imaginait pas. Et je sais pas l'expérience. D'un point de vue statistique, la stat n'a jamais été faite, mais je pense que vous prenez un appel d'offres sans architecte et un appel d'offres avec architecte, je pense qu'on pourrait être étonné du score. Comme me dit Alice, c'est que déjà l'architecte, optimiser, en tout cas, il va rationaliser. Je ne sais pas s'il va optimiser, mais il va rationaliser. C'est-à-dire qu'il va éviter aussi bien les prix trop hauts comme les prix trop bas, parce que les deux sont dangereux. D'un côté, c'est de l'escroquerie, et de l'autre côté, c'est de l'escroquerie aussi, parce que quand on est trop bas, on ne dure jamais très longtemps et en cours de chantier, on peut disparaître.
Donc généralement, l'architecte, comme les bureaux de contrôle, aussi bien en termes de maîtrise d'œuvre que technique, comme pour les bureaux de contrôle, sont gommés grâce à l'expérience et la compétence mise en œuvre pour les dossiers. Donc, il va peut-être avoir un delta, je ne veux pas dire, mais comme je vous dis, une fois de plus, la stat n'a jamais été réalisée. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de prendre des appels d'offres ici, là, dans les copropriétés, avec et sans maître d'œuvre à travaux à peu près équivalents. Et je pense que ça sera, le retour sera assez intéressant. Mais une fois de plus, c'est indispensable que vous ayez un sachant qui puisse réaliser un appel d'offres et vous expliquer les choses. L'entreprise, effectivement, comme dit Ali, être juge et partie, bon, ça n'a jamais été trop brillant. Mais après, voilà, ça nous arrive de travailler directement en copropriété, mais pour des plans pluriannuels ou des travaux assez lourds. Après, voilà, pour les bâtis au-delà de 150 mètres carrés, il me semble que c'est consultatif. Mais je ne suis pas sûr du tout non plus sur le sujet parce que régulièrement encore les syndics, donc les maîtres d'ouvrage délégués, nous demandent des consultations sans architecte sur des travaux assez importants. Et d'ailleurs, de nous, entreprises, généralement, on leur dit qu'on peut leur faire une étude, pour le coup, à titre consultatif, mais dans le futur, si jamais la copropriété désirait aller plus loin, qui devrait faire appel à un maître d'œuvre, justement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Très bien. On arrive bientôt à la fin de notre atelier, enfin webinaire. Est-ce que les uns et les autres, vous avez envie d'évoquer une question peut-être en particulier qu'on n'aurait pas encore discuté? Est-ce qu'il y a quelque chose sur un type de travaux que vous voulez préciser? Qu'est-ce que c'est? Voilà, bon, donc je suis désolée qu'on n'ait pas d'architecte ce soir, ça aurait été bien. En fait, ils sont pas là, on parle que d'eux, donc c'est dommage. Mais bon, on va essayer de clarifier cette histoire de loi là. Hein, voilà, oui. Voilà, on va essayer de vous dire ça plus tard, si c'est obligatoire ou pas, etc. Parce que, il y a une question en fonctionnement qui parle de dysfonctionnement, donc je pense que la personne parle de… ça, on a répondu en fait. Hein, ouais, voilà. Le dysfonctionnement, la responsabilité de la conception, si jamais il y a une malfaçon, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est l'architecte? Oui, on a parlé tout à l'heure d'un cahier des charges ou éventuellement d'une entreprise, mais la responsabilité de la conception de l'isolation par extérieur, on peut avoir un cahier des charges à partir du moment où l'entreprise répond sur un cahier des charges. Parfois, le cahier des charges peut aussi être, comment dire, erroné. C'est aussi la difficulté parfois d'échanger entre la pratique et la théorie. Donc, je sais qu'on a déjà répondu, mais c'est jamais très évident et c'est souvent très long. Voilà, alors je sais pas, je pense que c'est un syndic qui pose toutes ces questions ou un ou un membre du conseil syndical qui nous dit tout à fait d'accord sur la fausse autonomie, c'est juste ce que j'essaye d'expliquer à un conseil syndical qui essaye de faire des économies de bout de chandelle. Voilà. Donc on a l'explication de pourquoi cette question. Donc est-ce que chacun, vous voulez dire vous voulez reprendre peut-être un sujet qui vous tient à cœur ou informer nos invités sur un point particulier et puis on proposera aussi un petit mot de conclusion avant de nous quitter. Alors écoutez, juste pour… je vais commencer, je vais terminer. Comment… Non, moi, juste par rapport on parle du marché parisien, parce que c'est celui que je connais, sur celui où on travaille. Il faut ça qu'on va avoir les Jeux Olympiques. Donc, c'est une année un peu bâtarde où, effectivement, en tout cas, ce qui nous concerne, les travaux de ravalement et de couverture, on va avoir à peu près un semestre, enfin 2 trimestres qui vont être… on ne pourra pas travailler. Donc, il faut bien que les copropriétaires, si il y a des travaux à entreprendre dans l'année à venir ou d'ici 1 an et demi ou 2, de bien commencer à faire étudier les travaux qui sont envisagés. Parce qu'en 2025, on va avoir un embouteillage.
Alors, je sais pas, moi, qu'ils nous fassent encore autre chose en 2025, mais bon, normalement, non. On a eu le Covid, la guerre en Ukraine, les Jeux Olympiques, logiquement, là, on est plutôt pas mal. Donc 2025, voilà. Alors, c'est pas pour vous précipiter, c'est justement, on parlait d'optimisation budgétaire. Il faut savoir qu'en 2025, les prix seront plus chers. Ce sera pas les matériaux, mais il y a un truc qui s'appelle l'offre et la demande. Et il va avoir une demande forcément conséquente et une offre qui va être un peu saturée. Avec en plus, je ne sais pas encore, mais ce sera peut-être l'objet d'un webinaire, c'est comment circuler à Paris après les Jeux Olympiques. Donc je ne sais pas, qu'on verra. En vélo cargo. Ça peut être un nouveau thème. Voilà, donc ça on peut le lancer. En revanche, bon, donc je vous dis tout simplement, justement, appelez vos syndics qui mandatent les maîtres d'œuvre. Prenez le temps de faire les choses et d'avoir des études en main pour demain, justement, éviter au maximum, même si depuis 2019, les prix ont augmenté à peu près de 30%, ça vous donne à peu près un ordre d'idée, dû aux matériaux essentiellement. Donc, ça serait, si vous pouvez éviter de vous reprendre 10 ou 15%, c'est pas plus mal. Un petit conseil. Ok, et un petit mot de conclusion aussi, peut-être, Jérôme, Stéphane, voilà, un petit pour clôturer ce webinaire. Le point de vue de Stéphane, qui est, on essaye effectivement au maximum de communiquer et de faire en sorte que les copropriétaires puissent appréhender les choses à plein d'égards. On en parlait là très souvent dans les caves parce qu'on dit bien souvent qu'il vaut mieux entretenir que de passer sur des travaux beaucoup plus lourds, type renforcement de plancher haut de cave. Bien souvent, et puis aussi la cohérence aussi, c'est pour ça qu'il y a le plan pluriannuel de travaux, mais qu'il y ait une cohérence. Bien souvent, on dit qu'on commence par le haut pour finir par le bas. Vaut mieux, avant de refaire une cage d'escalier, peut-être aller voir ce qui se passe en toiture, ce qui se passe évidemment dans les caves, parce que les caves sont bien souvent négligées. On va refaire les cages d'escalier 3-4 fois et on va pas se soucier effectivement de l'état de vieillissement de la structure qui, là où si on entretenait les choses plus régulièrement, avec un coût qui est beaucoup plus modéré, plutôt que d'en arriver à une solution qui est beaucoup plus lourde. Donc voilà, des choses comme ça et de se faire bien accompagner, effectivement, d'échanger, de ne pas négliger le rôle de l'architecte qui reste aussi un arbitre, quoi qu'on en dise. Voilà, c'est comme tout, il y a différentes entreprises, il y a différents architectes et je pense que le contact et la philosophie effectivement qu'on prône chez Bâtitech Europe, notamment autour du partenariat, est quelque chose, à mon avis, de plus en plus à méditer et à échanger. Voilà. En tout cas, pour conclure, n'hésitez pas à bien vous entourer. Oui, ça c'est vraiment. D'essayer de faire les choses seuls. Voilà. N'hésitez surtout pas à bien vous entourer. Le mot d'ordre. Ouais, exactement. C'est valable pour beaucoup de choses dans la vie, mais voilà. Alors, moi, je suis complètement sur cette logique-là. Donc, moi, je donnerais un ordre. Prenez un architecte. Parce que c'est plus qu'utile. Allotissez vos travaux, vos projets travaux. Ça veut dire allotir, ça veut dire séparer les lots. Voilà, un lot couverture, un lot façade, un lot toiture terrasse, etc. De façon à ce que chaque spécialité puisse œuvrer. Parce qu'on ne peut pas être écarleur, éplâtrier et étancheur. Donc, ça fait partie aussi du rôle de l'architecte, hein, que d'avoir à gérer des entreprises de différents corps d'État. Et je prône aussi le partenariat, entreprise, maître d'œuvre, et aussi entre entreprises. Voilà. Parce que on a des choses à partager, on a des problématiques à mettre en commun. Et puis voilà, pour le bien de la copropriété. Je vois qu'on est tous là travaillons tous en copropriété. Pour les syndics de copropriété, voilà, c'est vrai que la partie humaine de nos métiers reste, on va dire, importante. Voilà pour ma conclusion. Bravo, Ali. Beau mot de la fin également.
Alors, mesdames, alors pour peut-être un message à passer ou une petite précision à donner, un mot de la fin. Oui, alors moi, un petit mot de la fin, c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les autres entreprises. C'est vrai qu'il faut quand même bien savoir s'entourer. Faut quand même pas mégoter sur ces dépenses qui, au final, je pense, font faire des économies, mais même si elles sont pas visibles comme ça sur le papier. Nous, on travaille sur un sujet que j'ai dit qui est un peu différent. Moi, je dirais qu'il faut pas, donc, si vous avez des sinistres comme ça, au niveau du sol, au niveau des fondations, il faut pas mégoter sur les diagnostics préalables, c'est-à-dire les études de sol, les contrôles d'étanchéité des réseaux, des passages caméras, des contrôles de mise en pression des réseaux pour voir s'il n'y a pas des choses qui fuient. Ça, c'est pareil, hein, y a de tout et de rien. Mais bon, un passage caméra dans les réseaux, c'est quand même pas suffisant parce que la caméra, ça va plutôt passer dans les réseaux gros diamètre, donc toutes les évacuations. Par contre, toutes les arrivées d'eau, faut pas les négliger. Si on veut les contrôler, c'est des choses spécifiques avec des mises en pression. Ça coûte effectivement un peu plus cher, mais bon, ça donne quand même de bons renseignements. Donc voilà, il y a des phases diagnostiques, une bonne étude de sol, parce que nous, on travaille vraiment à l'aveugle, hein, on travaille dans le sol. Donc si on n'a pas un bon livre sur lequel on peut lire ce qu'il y a en dessous, on ne saura vraiment pas dire ce qu'il faut. Donc, quand on a une mauvaise étude de sol, comment on fait? Bah, on prend parapluie, ceinture, bretelles. Donc, forcément, notre chiffrage est plus élevé. Si on a quelque chose où vraiment les études sont poussées, on peut quand même optimiser au maximum les travaux. Donc, voilà. Il y a aussi toutes ces phases de diagnostic qu'il faut pas cracher dessus. Il faut vraiment le faire bien. Et ça fait faire vraiment au final des économies. Encore une fois, elles sont pas visibles, mais c'est réel. Merci. Alors, j'ai lancé en fait, on a un peu oublié les sondages, hein, Gladys. Donc, on était pris par la discussion et l'échange qui était très intéressante. Et bon, on avait prévu quelques sondages. Donc là, j'ai un petit sondage qui n'est pas forcément de la fin, mais bon, c'est pas grave, où on vous demandait tout simplement si vous aviez déjà réalisé des gros travaux dans votre copropriété ou si c'était en cours. Voilà, bon, donc c'est intéressant de savoir un petit peu où vous en êtes. Donc là, vous pouvez voter, comme ça on sait un petit peu ce qui se passe dans vos copropriétés et si vous êtes amené peut-être à réaliser des travaux ou si c'est déjà quelque chose qui est lancé dans votre immeuble, pour votre immeuble. Donc voilà. Alors bon, vous pouvez voter, hein. Si vous ne savez pas, vous mettez non, c'est pas grave, hein. Voilà, vous pouvez voter et on va publier les résultats. Donc, sur ce tout petit échantillon qu'on a, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, on a 35% qui ont déjà réalisé de gros travaux, 42% qui n'en ont pas réalisé et 21% dont les travaux sont en cours. Voilà, ça vous donne une petite idée aussi. Ensuite, on avait un autre sondage aussi. Donc ça, c'est bon. Hop, retour à la liste. On avait un autre petit sondage pour savoir si vous connaissiez les sociétés qui sont intervenues ce soir. Alors bon, on n'a pas l'Orénov qui est intervenu, donc on va l'oublier. Mais si vous connaissez l'Orénov, vous pouvez quand même dire que vous connaissez l'Orénov. Mais voilà, sinon, est-ce que vous connaissiez ces sociétés? Donc, je sais que certaines sont déjà intervenues plusieurs fois. Ce sont tous des partenaires de monimmeuble.com, hein, je le précise. Donc, vous pouvez retrouver leurs informations dans leur page dédiée sur le site, leur actualité. Et vous serez amené à les revoir régulièrement lors de nos événements. Donc, voilà, donc qui connaît qui? Donc, voilà, vous pouvez voter. Ça donne une petite idée aussi, hein, peut-être de la marge de travail qu'on a, hein, en termes de communication pour aider les uns et les autres à être un peu plus connus. Donc on n'a pas tous les votes, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même voilà, si vous avez encore besoin de voter, faites-le maintenant, parce que je vais publier les résultats. Bon, il y en a qui vont être un peu vexés, alors j'ose pas trop publier les résultats, mais bon, c'est quand même un peu délicat. Mais bon. Non, voilà. mais Isabelle, il n'y a aucun problème. Nous, de toute façon, on est très rarement, on est comme on contacte direct maître d'œuvre, maître d'ouvrage délégué. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas les pros de la com au sein des conseils syndicaux.
Donc, bon, voilà, je vous publie les résultats quand même. Donc, voilà. Donc, Et c'est notre première intervention, les gars. Votre première intervention, et puis bon, voilà, vous êtes partenaire. En 26 ans, on a su se faire discret quand même. Qu'est-ce que oui, tu disais? J'ai dit en 26 ans, on a su se faire discret. Oui, bah, il faut que ça change. Voilà, hein, voilà, on va essayer de faire en sorte. En tout cas, on n'a pas fait de désordre. Ah, bah, on n'a pas entendu parler de vous dans le mauvais sens du terme. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Voilà, bon, bah, c'est déjà pas mal, oui, c'est clair. De nos jours, c'est quand même pas mal. Voilà, donc en fait, vous voyez, donc les plus connus sont pas là, donc comme quoi ils ont estimé que c'était pas nécessaire de venir, hein, parce qu'ils sont trop connus. et sinon, ça remonte un petit peu, hein, donc on a un Trasec, hein, c'est pas mal, hein, Ali, oui, hein, tu vois, oui. Tu vois, ça remonte, hein, c'est pas mal, oui, hein, oui. tu vois, on a bien bossé, hein. C'est ça, c'est vrai. Voilà, et puis Accès BTP, 11%, voilà, petite marge de manœuvre encore, mais c'est pas mal. Ouais, mais je suis quand même agréablement surprise, je ne pensais pas. Un petit échantillon, c'est pas mal, hein, franchement. Non, c'est vrai, je suis agréablement surprise. Voilà, et puis un dernier sondage, un peu pour nous, pour savoir si vous avez été satisfait ou pas de ce webinaire, puisqu'à chaque fois on vous pose la question. Et voilà, dites-nous, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles entreprises que vous ne connaissiez pas? Est-ce que ça a répondu dans l'ensemble à certaines de vos interrogations? Est-ce que c'était sympa? Voilà. Chacun voit ça comme il veut. Mais bon, voilà, le tout, c'est qu'on puisse quand même répondre à vos attentes. Donc, voilà. Bon, ils sont contents, c'est bien. Voilà. Donc, si vous êtes contents, nous aussi, on va pouvoir se quitter heureux. On a passé une bonne soirée ensemble. Tout va bien. Voilà, on publie les résultats. Bon, comme ça, hop. Donc, on est dans les 4 et 5 étoiles. Hein. Donc, on a 57% de 4 étoiles et 42% de 5 étoiles. Donc, c'est bien. C'est parfait. Voilà. Donc, vous avez été très bon. Hein. Merci à tous. Je ne peux que vous féliciter. Très bon score, très bon taux de satisfaction de nos auditeurs. Voilà. Donc je vous remercie. Donc tout ça, ça va bien sûr c'est enregistré. Donc ça va donner lieu à une vidéo en replay qu'on va diffuser très largement dans notre chaîne YouTube, sur notre plateforme monimmeuble.com, dans les réseaux sociaux, et que vous allez vous-même pouvoir partager de vos clients et prospects. N'hésitez pas à le faire très largement, et je pense que voilà, on a essayé de faire un petit peu les deux, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions juridiques tout le temps, et le fait de préparer comme ça des choses un petit peu plus structurées au début, ça désamorce aussi un certain nombre de questions qui sont posées de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis comme on sait que vous n'êtes pas non plus là pour répondre à des choses aussi précises que ça, et les textes de loi, moi j'ai pas tout en tête. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait comme ça, et je pense que ça aide aussi un petit peu, surtout que il y a quand même beaucoup de sujets en ce moment au niveau réglementaire. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Merci Gladys d'être restée avec nous. Gladys était passionnée par le débat. Elle a oublié les sondages. Non, par contre, j'ai mis tous les liens dans la conversation. C'est vrai, elle a quand même mis tous les liens de la conversation. Donc, vous avez les liens pour vous abonner, vous avez les liens pour répondre au petit formulaire. Voilà, exactement. Elle a fait l'essentiel, c'est parfait. Donc, merci. Je vous dis à bientôt. Et puis, surtout, de rester nous fidèles. Voilà. Et puis, au prochain rendez-vous. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.